Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour ce premier événement MetLife Figital qui réunit nos partenaires de tous nos différents canaux de distribution. C'est une première. Nous allons vous parler aujourd'hui de prévoyance. La prévoyance a le vent en poupe. Vous avez sûrement dû voir récemment le livre blanc publié par Vive sur ce sujet. Il y a de nombreux articles écrits sur ce sujet et également de nombreux acteurs qui souhaitent se développer sur ce marché, qui est, on va le voir, un marché qui est sous couvert et donc qui présente un réel potentiel. Pour MetLife, ce n'est pas une première. La prévoyance est quelque chose qui nous tient réellement à cœur parce que pour nous, la prévoyance, c'est une promesse que nous faisons à nos clients d'être là, à leur côté, dans les moments qui comptent, dans les moments difficiles. La table ronde qui va suivre, et je remercie d'ailleurs nos partenaires participants pour leur présence, va nous donner un éclairage sur les 1001 facettes que revêt la prévoyance et les différentes façons de l'aborder pour personnaliser la prévoyance aux besoins de vos clients. Alors, j'ai la chance d'introduire cet événement avec Christophe Eck. Donc, merci Christophe d'avoir accepté de m'accompagner pour cette introduction. Christophe, tu es directeur assurance de personnes chez Swiss Re. Et voilà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et nous sommes actuellement dans un monde en changement. On a une guerre actuellement en Europe, on a l'inflation qui est très élevée, ce qu'on n'a pas connu la décennie avant, et nous avons des taux d'intérêt très élevés. Donc, quel est l'état de la situation de la prévoyance en France ? Alors, d'abord, un petit rappel, la prévoyance, finalement, c'est quoi ? Ça peut servir à maintenir les revenus en cas de difficulté, à verser un capital ou des indemnités en cas de coup dur pour protéger ses proches et sa famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, même après la pandémie, on se rend compte qu'il y a une réelle sous-couverture en France de la prévoyance. Nous avons mené au mois de mai un baromètre CSA que nous avons mené auprès d'une population de travailleurs non salariés et de dirigeants de TPE, de moins de 10 salariés. Et cette étude, ce baromètre, fait ressortir un taux de couverture donc d'une prévoyance individuelle complémentaire qui est très bas, de 41%. Et alors qu'il était l'année dernière de 46%. Et ce taux décroît d'année en année, puisque lorsque nous avons fait notre premier baromètre en 2014, ce taux était alors de 52%. Donc, on constate une chute qui continue à se faire d'année en année. Et si l'on regarde le livre blanc de Vive, qui est sur la prévoyance des actifs, eh bien, en France, selon eux, on aurait 7 actifs sur 10 qui seraient insuffisamment couverts et 2 sur 10 qui ne seraient pas du tout couverts. Alors, quand on regarde ça, on peut se demander pourquoi. Et en fait, quand on fait le lien avec l'étude qu'on a faite, le baromètre qu'on a fait, eh bien, sur les personnes qui ne sont pas encore couvertes, on se rend compte que 70% des répondants considèrent la prévoyance comme une charge. Et nous avons également mené une autre étude sur un échantillon de 1500 personnes représentatifs de la population française au-delà de 18 ans. Et 65 des répondants nous précisent que finalement, les garanties de prévoyance semblent très complexes. Alors, Christophe, est-ce que tu constates en Europe et dans le monde ce même niveau d'imprévoyance ? Alors oui, il y a un même niveau d'imprévoyance. Donc Swiss Re va publier dans 3-4 semaines une étude au niveau global sur l'écart de protection, que ce soit en assurance de personnes et IARD. Et c'est défini comme qu'est-ce que coûterait un événement à un assuré lors d'un événement d'assurance et qu'est-ce qui est payé par la sécurité sociale, qu'est-ce qui est payé par la collectivité de l'assurance collective et l'assurance individuelle. Et cet écart de prévoyance ou cet écart de couverture est de 1,8 trillion dans le monde. Et
ça s'est détérioré. Par rapport à l'année dernière, cet écart s'est détérioré de 231 milliards et c'est principalement dû à l'inflation, à l'érosion du pouvoir d'achat. Alors, pour l'assurance de personnes, on parle de 37 milliards. Et si on regarde la mortalité, par exemple en France, on a un taux de pénétration de 51%, alors qu'en Allemagne, on est à 30% et aux États-Unis à 20%. Pour tout ce qui est de l'incapacité, de l'invalidité, c'est beaucoup plus compliqué parce que les systèmes sont différents. Mais on voit que les pays nordiques, la Hollande, la Suisse couvrent 80% du salaire, alors qu'en Allemagne, on est un peu plus bas, 67%. Et d'autres pays comme l'Angleterre, on est encore beaucoup plus bas. Mais où il y a réellement un défi, ce sont ceux qui sortent du système, comme par exemple les travailleurs non salariés, où la couverture est beaucoup plus faible. Et là, en Hollande, par exemple, le législateur est en train de légiférer pour rendre les couvertures de prévoyance obligatoires pour ces personnes. Maintenant, si on regarde le taux d'imprévoyance en France, qu'est-ce qu'il explique ? Alors en fait, il y a différentes raisons qui peuvent expliquer le taux d'imprévoyance en France. Évidemment, des causes conjoncturelles, avec l'inflation actuelle, la hausse des taux d'intérêt, évidemment, qui impacte le pouvoir d'achat. Mais il y a également des causes plus structurelles. La première, on peut parler d'un tabou en France, un peu sur les questions de décès, de maladies. Les gens n'aiment pas en France parler de maladies, parler de décès. Et ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Parce que quand on regarde les pays d'Europe du Nord, comme aux Pays-Bas ou en Suisse, eh bien, ce tabou n'existe pas. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est qu'aux Pays-Bas, on offre, par exemple, comme cadeau de naissance, eh bien, des produits d'assurance obsèques aux nourrissons pour qu'ils n'aient pas à se soucier eh bien, de la prise en charge financière des obsèques de leurs futurs parents. C'est pour vous dire. Le deuxième point, au-delà de cet aspect tabou, est un aspect aussi un peu superstition. C'est-à-dire que certaines personnes se disent eh bien, si je me couvre, si j'achète un contrat d'assurance, je vais avoir un pépin. Peut-être ça va me porter malheur et donc je vais être malade. Voilà, donc ça c'est un aspect superstition qui est un peu étonnant. En France, il y a également cette croyance, donc l'État-providence. On a l'impression qu'en France, on est très bien couvert et que la sécurité sociale nous couvre pour tout. Ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque si on s'intéresse aux travailleurs non salariés, on se rend compte évidemment que leur régime obligatoire offre des niveaux de couverture très insuffisants. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est qu'on se rend compte que la nouvelle génération a une vision peut-être plus court-termiste que par le passé, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent plutôt à des garanties à court terme immédiates. Donc, on voit une évolution vers des garanties plutôt d'incapacité. Alors qu'avant, dans notre baromètre, les garanties décès et invalidité étaient également retenues. Et là, voilà, on a cette évolution, donc peut-être une vision un peu plus court-termiste. Donc, l'autre point, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, un certain nombre de personnes considèrent encore la prévoyance comme une charge. Et c'est d'autant plus vrai, finalement, pour les personnes ayant un revenu plus faible. Notamment, dans notre baromètre, si l'on regarde les travailleurs non salariés qui ont un salaire annuel de moins de 40 000 euros, ils sont 34% à avoir pris une prévoyance individuelle complémentaire, alors qu'au-dessus, pour des salaires supérieurs à 60 000, on a un taux de souscription de 73%. Et d'ailleurs, je pense que tu vas nous parler de cet effet catégorie socio-professionnelle. Alors, on a ce constat. Maintenant, Christophe, j'ai envie de te poser la question. Quelle solution, finalement ? Comment peut-on faire pour contrer cette sous-couverture, cette imprévoyance ? Je pense qu'il y a deux angles sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est la pédagogie. Donc, c'est vraiment de démontrer quel est l'écart de couverture aux personnes et de montrer que l'État-providence n'est pas toujours là. La deuxième chose, c'est vraiment d'offrir des produits qui sont adaptés aux groupes de risque
et qui soit beaucoup plus inclusif. Donc un exemple que j'aimerais donner, c'est qu'on voit par exemple en France, mais aussi en Allemagne, le marché est de plus en plus compétitif, il y a de plus en plus de segmentation, et ça veut dire que les meilleures catégories socio-professionnelles souvent reçoivent des meilleures conditions, des meilleures couvertures, aux dépens d'autres catégories socio-professionnelles qui ne peuvent plus se les permettre. Et donc, ce qu'on avait fait en Allemagne en 2010, c'est un baromètre où on a posé les questions à différents groupes de risques pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent vraiment dans les produits. Et ce qui a été extrêmement intéressant sur l'invalidité et l'incapacité, c'est que certaines catégories, certains groupes n'avaient pas besoin de couverture extrêmement couvrante. Par exemple, le dos psy, beaucoup de personnes n'en ont pas envie et c'est quelque chose, il y a beaucoup d'antisélection et qui coûte cher. Donc, en conséquence, ce que nous avons fait, c'est de développer un nouveau produit qui enlève toutes ces garanties extrêmement couvrantes et qui rend la couverture très bon marché. Au final, on est sorti avec un produit incapacité, invalidité fonctionnelle qui était à 30% du produit classique du marché. Maintenant, c'est un produit standard. 10 ans après, en Allemagne, tous les assureurs l'offrent. Un autre exemple sur l'inclusivité, c'est peut-être l'Italie, où les banques assureurs donnent l'option soit d'être assuré ou d'être décliné. Donc, si j'ai du diabète ou un cancer, je ne peux pas avoir une assurance emprunteur. C'est presque impossible. Et là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose qu'en France, où on travaille avec des surprimes et rendre l'assurance plus inclusive. Merci Christophe pour cet éclairage. Donc ce qu'on voit en effet, c'est que voilà, on a cette perception en fait plutôt de coût et non pas de bénéfice. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de chemin à faire et en tant que... Alors, et un chiffre aussi qui me semble intéressant de noter, c'est que, encore une fois, selon le livre blanc de Vive, 1/3 des Français pourraient se retrouver sous le seuil de pauvreté s'ils devaient renoncer à 3 mois de salaire. Ce qui est quand même une situation assez dramatique. Et donc, on le sait, il y a plein d'exemples justement de personnes qui sont insuffisamment couvertes en cas d'invalidité ou de décès. Ils ne mesurent pas forcément les conséquences que cela peut avoir. Donc, c'est vrai que nous, en tant qu'assureurs, nous avons évidemment un rôle très important à jouer, un rôle de pédagogie, d'explication, de vulgarisation, de simplification. C'est très important. Et également, en termes de produits, et tu le disais, c'est très intéressant, et on va le voir d'ailleurs avec la table ronde, c'est vraiment de créer des produits qui répondent à des besoins personnalisés. Puisqu'on le voit, finalement, la situation de chacun est totalement différente en fonction à la fois de la situation familiale, du conjoint, du nombre d'enfants, mais également de la situation professionnelle, notamment pour les entrepreneurs. Donc, c'est très important d'avoir cette approche ciblée, simplifiée, d'avoir également un rôle de prévention à jouer en tant qu'assureur, de mettre en place des services pertinents de prévention, et tout ça, évidemment, au juste prix. Donc, je suis ravie de pouvoir accueillir nos partenaires qui nous ont qui ont répondu présent à notre invitation pour cette table ronde qui va suivre et qui va nous permettre de nous donner un autre éclairage justement sur la façon d'adapter les garanties à nos et à vos clients. Merci. Bonjour à tous. Merci Agnès Bruat et merci Christophe Eck pour ce panorama très complet du marché de la prévoyance. Au vu des chiffres que vous nous avez donnés, on peut raisonnablement penser que c'est un marché qui garde un beau potentiel de croissance, qui est plutôt bienvenu à un moment où d'autres segments de l'assurance sont percutés de plein fouet par le choc inflationniste, par la remontée des taux d'intérêt, par le retour de la guerre en Europe et puis le gros morceau, le changement climatique. Alors la prévoyance, elle peut prendre des visages très différents. On parle justement dans cette table ronde des 1001 facettes de la prévoyance. Elle peut être à la fois grand public ou au contraire hyper ciblée, hyper segmentante. Elle peut être liée à un prêt immobilier par exemple, ou elle peut être vendue sèchement en solo. Elle peut être souscrite entièrement en ligne ou alors elle peut être vendue en face à face dans le colloque singulier d'un cabinet d'assurance. On va faire le tour des 1001 facettes de la prévoyance avec nos
les 5 experts de MetLife, 5 professionnels de la prévoyance. Je commence avec vous, Christophe Boichet, pardon, par ordre alphabétique. Voilà. Christophe Boichet, vous êtes directeur assurance emprunteur de Meilleur Taux. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter Meilleur Taux. Meilleur Taux. Alors, on va peut-être continuer le petit tour d'horizon. Je suis impatient. Hein. C'est bien, c'est une qualité. Morgane Chavagnier, vous êtes directrice générale adjointe de Mutuelle du Soleil. Tout à fait, bonsoir. Marc Lanvin, vous êtes directeur général adjoint de Floa. C'est ça. Bertrand Recordier, vous êtes CEO France de United Credit. Bonsoir. Et enfin, Bruno Roger, vous êtes directeur général de Olympe Sport. Bonsoir. Eh bien, effectivement, il est temps de vous présenter parce que, à la fois personnellement et puis de présenter les organisations que vous représentez, puisque, comme je le disais tout à l'heure, vous avez une approche très différente à la fois de la prévoyance et puis des clients de la prévoyance. Oui, exactement. Alors, Meilleur Taux, c'est une marketplace dans les services financiers. Nous intervenons dans différentes activités. Le crédit, avec du crédit immobilier, du crédit pro, de la restructuration de prêts, du crédit conso, avec quelques partenaires ici présents. Des activités en assurance avec l'assurance auto, la MRH, la santé et bien sûr l'assurance emprunteur. Et puis le placement avec de l'assurance vie, du PER et des SCPI. Voilà. Notre mission, c'est redonner le pouvoir aux consommateurs en les informant, en comparant les offres et en les accompagnant après sur la souscription. Nous sommes avant tout un acteur du web, mais pas que, puisque nous avons également 360 agences basées dans toute la France. Et vous pouvez permettre à vos clients de faire pas mal d'économies. C'est notre objectif, tout en les couvrant. D'accord. Morgane Chavagnier, alors qui êtes-vous? Qui est Mutuelle du Soleil? Donc, je suis directrice générale adjointe du groupe Mutuelle du Soleil. Donc, Mutuelle du Soleil est un acteur de santé et de prévoyance. Nous concevons, distribuons et gérons des solutions d'assurance pour plus de 160 000 personnes protégées aujourd'hui. Nous sommes un acteur né dans le Sud, très implanté dans notre territoire. Comme son nom l'indique. Exactement. Nous disposons d'un réseau direct d'agences, donc 23 agences réparties d'Ajaccio jusqu'à Montpellier. Un portefeuille client plutôt composé d'une clientèle individuelle à 80%, c'est-à-dire des retraités, des travailleurs non salariés et des professions libérales. Et enfin, nous nous inscrivons dans une stratégie aujourd'hui donc de croissance de notre zone de chalandise via le canal courtage notamment, mais également croissance de notre offre de produits avec une volonté ferme de développer la prévoyance, car nous sommes convaincus que nos adhérents sont manifestement sous couvert face à ce risque. Effectivement, c'est la conclusion à laquelle on est arrivé tout à l'heure. Marc Lanvin, qui êtes-vous? Alors, je suis Marc Lanvin, donc je suis le directeur général adjoint de Floa. Je suis en poste depuis 11 ans. Et Floa, c'est quoi? C'est le leader en France des paiements fractionnés des petits crédits. Floa est un spécialiste historique du crédit conso. On sert chaque année plus de 4 millions de clients. On est une fintech en pleine croissance, parce qu'on fait plus de 20% de croissance depuis maintenant 11 ans. On est très porté sur le digital. Et notre métier, c'est de servir à la fois les Français et les Européens maintenant, puisqu'on s'est lancé dans 4 autres pays d'Europe, au-delà de la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et la Belgique. Et notre métier, c'est de servir à la fois ces Européens pour faciliter leurs paiements, leurs achats au quotidien, et aussi de servir nos partenaires, parce que nous aussi, on a des partenaires. On a 10 000 partenaires qui proposent nos solutions de paiement partout en Europe. Bertrand Recordier, vous êtes vous aussi une fintech? Exactement. Donc, United, c'est une fintech spécialisée également sur le crédit, mais le crédit instantané avec 2 solutions principales. On a United Credit, qui est notre plateforme online de crédit à la consommation, et United Pay, qui est notre offre de paiement fractionné régulé que l'on propose à nos e-commerçants. On est présent dans 5 pays également en Europe et on connaît une très forte croissance depuis quelques années. On a grossi de 120% en 2021, 70% en 2022. Et on se différencie principalement par notre stratégie d'innovation technologique
très ambitieuse pour apporter aux clients la meilleure solution pour leur projet. Donc on a commencé il y a presque 10 ans à digitaliser l'ensemble des parcours de souscription pour les clients, notamment via la signature électronique. Et aujourd'hui, on innove avec notre système de décision de crédit instantané qui est basé sur Open Banking et qui permet à un client de souscrire et d'avoir une décision définitive en moins de 3 minutes. Et donc sur l'assurance, nous avons eu la chance de construire un partenariat avec MetLife qui a su nous faire confiance au début de l'aventure entrepreneuriale. Alors, tous les deux, vous nous avez beaucoup parlé de crédit, vous avez peu parlé de prévoyance. Elle est où dans tout ça? Marc Lanvin, Bertrand Recordier, l'un et l'autre. Alors, l'assurance emprunteur, ça fait partie de nos obligations et ça fait partie du cœur de nos métiers quand on fait du crédit. On le sait par ailleurs, il y a une forte porosité entre le métier du crédit et de la prévoyance. On a des cibles de clientèle qui s'intéressent davantage à nos offres. Nous, pour ce qui nous concerne, on a 4 millions de clients, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 1 million de clients récurrents, des clients qui ont des cartes de crédit FLOA, et qui s'inscrivent dans la durée, donc on veut les équiper davantage en prévoyance, en garantie obsèques, hospitalisation, accident. Et puis, on a aussi des clients qui consomment nos services de façon épisodique, puisque quand vous allez chez SFR ou chez Center Parks, que sais-je, vous payez en 4 fois et puis c'est fini. Et donc, la prévoyance ou les offres d'assurance nous permettent de pérenniser notre relation avec les clients. De notre côté, on a démarré avec l'assurance emprunteur, donc sur nos crédits, c'est notre produit phare. Et on est en train de déployer une gamme d'assurances affinitaires qu'on développe sur l'ensemble de nos pays. Mais voilà, l'assurance est devenue un pilier stratégique pour United. Je crois qu'on va revenir dessus. D'accord. Et enfin, Bruno Roger, donc vous êtes cofondateur d'Olympe Sport. Et mon petit doigt me dit qu'il est question de sport dans votre activité. Oui, vous avez raison. Olympe Sport, c'est un cabinet de courtage hyper spécialisé. Donc, à savoir, on a la caractéristique d'être un courtier qui travaille, donc, qui est un expert de la prévoyance des sportifs professionnels et plus particulièrement des footballeurs. Donc, c'est un marché de niche avec des besoins très spécifiques, très calibrés. Sont évidemment des besoins qui sont plus importants que le commun des mortels. Et avec le concours de MetLife, de Agnès et de son staff, on a élaboré une offre qui répond pleinement aux attentes de ce public. MetLife est maintenant le 3e assureur sur ce marché. Il y avait historiquement AXA et Allianz, et avec Olympe, MetLife arrive très fort sur ce marché et on a la volonté d'être un acteur fort en France et en Europe dans les 5 prochaines années. Et ce partenariat, en tout cas avec MetLife, laisse augurer de très belles choses. Vous visez la première division et la Coupe du Monde. La Coupe d'Europe, ce serait déjà bien. Alors on a 2 camps là, on a les hyper spécialistes de la prévoyance et puis les qui considèrent que la prévoyance, c'est un levier de croissance au sein d'une activité plus globale. Morgane, vous êtes un peu différente. Vous n'êtes pas hyper spécialiste, mais vous faites quand même de l'assurance de personnes. Je mets tout le monde d'accord. Et on va commencer par Christophe Boischer. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à la prévoyance ? Alors, à la création de Meilleur Taux, en 1999, on faisait que du crédit immobilier. Donc, c'était quand même assez naturel, on l'a dit tout à l'heure, de s'intéresser à l'assurance emprunteur. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un produit d'assurance emprunteur avec différents partenaires. L'assurance emprunteur, il faut rappeler que l'assurance emprunteur, c'est vraiment de la prévoyance, puisqu'on couvre des risques comme le décès, l'invalidité, l'arrêt de travail. Donc, on est vraiment dans le cadre de la prévoyance. Et je pourrais même dire, pour notre part, même au-delà, puisqu'on pourrait se contenter de couvrir uniquement les exigences de la banque en matière de couverture, mais nous réalisons une réelle analyse en fait, de la situation de nos clients, que ça soit professionnel pour les niveaux de garantie en matière d'invalidité, que ça soit également en matière d'habitude de vie. Nos clients peuvent pratiquer des sports à risque, par exemple. Donc, on va être très vigilant à proposer le bon niveau de couverture par rapport à ces sports pratiqués.
que ce soit aussi la situation personnelle et familiale de nos clients, puisque, par exemple, dans des contrats de crédit immobilier, quand vous avez deux emprunteurs, c'est important, à un moment donné, de pouvoir solder le prêt si un des deux emprunteurs décède ou se retrouve en arrêt de travail. Donc, on va veiller quand même à apporter un niveau de garantie supérieur, souvent, à ce qu'exigent les banques pour réaliser un prêt. Marc Lanvin, chez Floa, quelle est la place de la prévoyance dans votre offre? Alors, elle est importante parce qu'elle est légitime pour nous. Hein, on a d'abord, on a une. Bon, les clients, on est sensible au fait qu'ils nous payent bien et qu'ils soient satisfaits. On est depuis 3 ans maintenant service client de l'année dans la catégorie établissement financier. Donc on est très sensible à ça. On est, quand on fait des études, une des marques préférées de nos consommateurs. Donc on est légitime pour leur apporter des offres, mais légitime pour leur apporter des offres en regard à ce qu'on fait. Nous, on accompagne les Français dans leur quotidien, les Français et les Européens, et on les accompagne aussi quand ils ont des difficultés. Alors des difficultés qui sont parfois de la perte d'emploi, mais qui sont aussi des difficultés de la vie. Donc on est légitime, ils nous écoutent, ils nous font confiance, donc on est légitime pour leur apporter un devoir de conseil supplémentaire, et on le fait aussi parce que ça marche bien. Donc, bon, j'ai oublié de dire qu'on était filiale de BNP Paribas. On était filiale auparavant du groupe Crédit Mutuel. Donc, notre assurance emprunteur, on l'a fait généralement avec celle que nous propose notre actionnaire. Mais depuis une dizaine d'années, moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà un partenariat avec MetLife. On le fait parce que ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce qu'on est légitime et parce que le produit est bon. Et que les clients sont satisfaits. Donc, avec les équipes, on améliore en permanence nos offres. Et c'est pour ça qu'on propose de la prévoyance. C'est qu'on pense que c'est légitime et les clients le pensent aussi. Bertrand Recordieu, accessoirement, la prévoyance, se développer, se diversifier dans la prévoyance, c'est un effet d'amortisseur économique, finalement. Exactement. Enfin, l'assurance est devenue un pilier, graduellement, un pilier stratégique pour United. Je le disais, elle est un pilier pour le client, parce qu'on a quand même diversifié notre offre. Et maintenant, la diversité des projets des clients fait qu'il y a un vrai appétit pour apporter des garanties supplémentaires sur l'automobile, sur le télécom, la mobilité. Et l'assurance, elle est indissociable de cette offre de crédit et on l'a parfaitement intégrée dans nos tunnels de souscription. Après, c'est vrai, sur la partie business, pour United, l'assurance aujourd'hui, elle a un pilier phare, parce que c'est notre deuxième source de revenus. Et donc, elle nous permet d'accompagner nos investissements technologiques, d'accompagner notre croissance et également notre rentabilité. Et donc aujourd'hui, on est convaincu que ce qu'on apprend sur le crédit, ce qui fait notre force, la technologie, l'utilisation de la data, le travail sur l'expérience client peut être mis au profit de l'assurance, sur la prévoyance, pour constamment améliorer et pousser ces lignes sur les produits d'assurance. Je reviens vers vous, Margane Chevalier. Je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, vous n'êtes pas hyper spécialisé de la prévoyance, mais vous êtes quand même une mutuelle d'assurance de personnes. Donc, c'est quand même un métier naturel pour vous, la prévoyance. Tout à fait. Nous sommes un acteur de protection sociale dans sa globalité. Donc, la prévoyance fait également partie de notre ADN au même titre que la santé. Donc nous, notre approche de la prévoyance, c'est de la travailler parallèlement à la santé et pour l'instant prioritairement sur une cible de travailleurs non salariés. Avant la réforme, nous étions organismes conventionnés auprès du régime social des indépendants. Donc nous connaissons très bien cette cible de travailleurs non salariés qui a des attentes et des besoins spécifiques en termes de couverture. Et aujourd'hui, nous savons que pour l'adresser correctement, cette cible, il faut proposer une offre complète, à la fois en santé et en prévoyance. Malheureusement, la santé aujourd'hui, je le regrette, mais c'est ainsi, est un risque ou en tout cas en termes d'offre de produits, qui se standardise. Beaucoup depuis l'entrée en vigueur du contrat responsable notamment. Et c'est un risque court, avec des rotations de portefeuille importantes, qui s'accentue depuis l'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle également. Donc la prévoyance, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet d'enrichir le dialogue avec nos clients, d'étudier un risque plus complexe, mais à la fois un risque qui fidélise, et du coup qui va fidéliser nos adhérents et nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la santé.
Et alors, dans le genre hyper spécialiste, on peut difficilement faire plus qu'Olympe Sport, puisque vous faites absolument que de la prévoyance. Uniquement et totalement. Nous, on est des artisans de la prévoyance. Très clairement, on fait du sur-mesure avec les clients que l'on accompagne. Vous imaginez bien que chaque carrière est différente, chaque profil est différent, donc on est très clairement sur du sur-mesure dans notre démarche et dans notre activité. La prévoyance, est essentielle pour un sportif, parce qu'elle permet d'aborder sa carrière en toute sécurité. Alors même si ça semble une évidence, ça ne l'est pas totalement et définitivement. Et puis pour que peut-être nos auditeurs comprennent ce que l'on fait, quelques notions clés. Donc le football est le sport le plus pratiqué au monde. C'est le sport monde car il est pratiqué partout dans le monde. Je dis bien partout, contrairement peut-être au rugby ou au basket et autres. C'est un sport qui se développe toujours, encore plus, grâce à la féminisation de l'activité. Donc il a encore des relais de croissance, si je puis dire. Et puis, c'est une économie solide et résiliente à la crise qu'on a évoquée en préambule. Il suffit de voir l'arrivée des fonds d'investissement qui rachètent à tour de bras les clubs, ou en France, Amazon qui a racheté les droits télé. Donc, c'est une économie solide et le centre de gravité géographique de cette activité, c'est l'Europe, zone sur laquelle nous intervenons. Donc, la NBA, c'est en Europe, c'est chez nous. Et puis, au centre de tout cela, il y a le sportif, il y a le joueur, et qui est un salarié finalement comme les autres. Donc, nous intervenons en prévoyance sur 3 volets. Avec un salaire un poil plus élevé. Pardon ? Avec un salaire un poil plus élevé. Légèrement plus élevé, c'est vrai, j'en conviens. On intervient sur 3 volets, donc le maintien de salaire, les indemnités journalières. Effectivement, quand les salaires sont élevés, ça a du sens. La perte de licence, c'est-à-dire demain, l'incapacité pour un sportif de pouvoir continuer sa carrière et de toucher un capital suite à un accident ou une maladie. Et puis enfin, le décès. Donc on voit à travers ces 3 volets à quel point la prévoyance est un élément clé pour un footballeur en France, en Europe et même dans le monde. Et en plus, vous avez oublié de préciser que la France, c'est le grenier à grains du football mondial. Oui, c'est vraiment l'expression consacrée. La France est déjà le 2e pays exportateur de footballeurs dans le monde, derrière le Brésil, devant l'Argentine, et de très loin en Europe. Et puis, sur les plus jeunes dont on parlera tout à l'heure, sur les 18-23 ans, c'est le premier pays exportateur de joueurs. Donc, c'est dire la force de la formation française et je dirais le puits de pétrole qu'est le foot français, en tout cas dans le monde entier. L'industrie va mal, mais le football va bien. Alors, vous avez des positionnements, des offres produits très, très différentes et donc, par voie de conséquence, des stratégies de commercialisation qui sont également très diverses. Là encore, je vous propose de faire un petit tour d'horizon en restant avec vous, puisque vous êtes vraiment dans un colloque singulier entre le joueur, vous, courtier, et puis peut-être aussi son agent, mais c'est vraiment, il n'y a pas de digitalisation là-dedans. Non. On le regrette, mais ça viendra peut-être un jour. Non, on est sur un écosystème qui a ses habitudes, ses codes. Donc, on dit que c'est un milieu très fermé. Nous, chez Olympe Sport, on a une connaissance très fine de cet univers. On développe une stratégie de réseau, que ce soit avec les agents de joueurs, les gestionnaires de patrimoine, les familles, voire les clubs. Donc, c'est avec ces personnes-là que l'on travaille. Et puis, notre grand challenge, notre mission, c'est de créer de la confiance, véritablement de la confiance. Donc, on est dans la dimension humaine la plus pure. Donc, on est dans le conseil, dans l'accompagnement, la présence continue. Et puis, la confiance se gagne à travers le temps, le sérieux et puis l'expertise apportée aux parties prenantes. Donc, de la pédagogie, du travail, de la présence. Et puis la présence en cas de sinistre. C'est le plus important. Mutuelle du Soleil, même punition, même motif. Quelle est votre stratégie de commercialisation ? Alors nous sommes avant tout un acteur de proximité. Donc nous maintenons et nous tenons à maintenir la relation humaine vraiment au centre de l'acte de vente.
C'est vrai en santé et c'est encore plus vrai en prévoyance. Quand on parle de prévoyance avec un client, on entre vraiment dans son intimité. Il nous confie des choses très précieuses, son avenir, sa famille, son activité. Donc on tient vraiment à ce que ce soit un moment privilégié dans l'analyse du besoin. Raison pour laquelle on insiste beaucoup aussi sur la formation de nos conseillers et sur la qualité du processus de vente. En revanche, on n'a pas abandonné du tout le digital. Au contraire, on a beaucoup investi dans des outils digitaux, mais que nous consacrons plutôt à l'avant-vente, la prise de rendez-vous par exemple dans nos agences, ou à la vie du contrat elle-même et aux actes de gestion qui peuvent être totalement simplifiés par le digital. Mais pour nous, ça reste un outil complémentaire à la relation humaine. Alors, on va commencer notre tour d'horizon avec une gradation du moins digital au plus digital. Et vous, Meilleur Taux, vous êtes à mi-chemin, en fait, Christophe Boischer. Oui, tout à fait. Alors, nous avons un formulaire web avec, sous forme de comparateur. Hein. Toutes les souscriptions sont 100% digitales, mais entre les deux, il y a 1200 conseillers chez Meilleur Taux. Donc, on fait aussi du conseil... Avec des agences. Avec des agences, des plateformes, donc du conseil personnalisé. Un client peut passer du formulaire à la souscription immédiate, mais bon nombre de clients ont besoin d'un conseil personnalisé. On est à même aussi, de temps en temps, de faire du risque dit hors norme, c'est-à-dire de trouver des solutions pour... Alors, on parle des professionnels sportifs, mais ça peut être très bien un gros capital assuré, un risque aggravé, un senior. Voilà, on peut aussi faire du sur-mesure et faire vraiment du conseil personnalisé. Alors, chez Floa, votre ambition ultime, c'est carrément de digitaliser complètement la vente de prévoyance? Oui, oui, c'est encore un rêve. Parce qu'on sait bien vendre des assurances au moment de la souscription de nos produits, parce qu'on est très digitaux, on est en signature électronique, et puis on livre tous les 15 jours une nouvelle version de nos applications, ce qui fait qu'on a appris à vendre du vol des moyens de paiement ou de l'assurance emprunteur au moment de la souscription de nos crédits. Mais on doit aussi à nos marchands, notamment, le fait d'avoir des centres de relations de clients qui, il n'y a pas longtemps, étaient des centres de coûts pour nous, parce qu'il faut qu'ils soient ouverts 24/24, 7/7. Et depuis, donc on a beaucoup investi là-dessus, sur la qualité de service, et on s'est rendu compte que c'était aussi un actif, malgré tout, et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure avec MetLife, c'est aussi d'utiliser le téléphone comme moyen de commercialisation. Donc on n'existe pas, nous, dans le physique, on est très digitaux, on est très à distance, comme on disait avant. Donc on a nos centres de relations clients qui font l'acte, et effectivement, on rêve de fluidifier encore ça. On fait des tests réguliers de chat, de chatbot, pour essayer d'avancer, d'initier, pourquoi pas un jour de souscrire un contrat d'assurance. On fait pas mal de tests. Donc notre rêve, c'est d'aller encore plus sur la digitalisation, tout en s'appuyant quand même sur l'humain, parce qu'on en a besoin dans nos activités, et tant mieux. Et alors, à l'extrémité du cercle du full digital, il y a United Credit. Alors vous, c'est carrément 100% digital. Exactement, 100% digital. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'on pense qu'on le fait bien, et surtout dans l'intérêt du client. Avec beaucoup de pédagogie, de transparence et de simplicité, parce qu'effectivement, il n'y a plus la relation humaine, et donc il faut la remplacer et accompagner le client. Donc oui, le full digital, il fonctionne extrêmement bien, et nos chiffres aujourd'hui de souscription parlent d'eux-mêmes, parce qu'on a un produit non obligatoire qui est souscrit à plus de 70-80% sur nos tunnels, sans appel, sans relance email. Et on s'appuie sur deux choses. On est en tandem là-dessus avec deux éléments fondamentaux. Notre partenariat, et donc je remercie MetLife parce qu'on a un produit qu'on a construit ensemble et qui répond parfaitement aux besoins de nos clients. Et ensuite, on l'allie à notre expertise de distribution 100% digitale. Et vous le savez, c'est extrêmement compliqué de faire très simple. Et donc, on a nos équipes, marketing, produits, qui travaillent au quotidien sur nos parcours pour les rendre les plus simples, les plus fluides possibles. On mène énormément d'A/B tests pour tester des améliorations, pour comprendre les points de friction pour les utilisateurs. Et donc, on améliore en continu notre tunnel de souscription et la simplicité et la transparence avec laquelle on distribue nos produits. Alors, si on parle de potentiel pour le développement de la prévoyance, c'est en grande partie parce que les Français sont encore peu couverts. J'ai retenu un chiffre de la présentation d'Agnès Bruat tout à l'heure, c'est que un tiers des Français tomberaient sous le seuil de pauvreté s'ils venaient à perdre 3 mois de salaire.
Donc, ça montre la nécessité pour eux de se couvrir et pour les assureurs de relever leur niveau de couverture. Comment on fait, Christophe Boicher? Par quoi ça passe? Oui. Alors, nous sommes en plus en assurance emprunteur sur le crédit immobilier à destination des particuliers. Donc, c'est des opérations financières importantes. Souvent, dans une vie, on fait 1 ou 2 opérations financières de ce type. Donc, les montants de couverture aussi doivent être à la hauteur de ces opérations. Je rappelle, l'assurance emprunteur, c'est de couvrir les échéances de prêt, c'est de rembourser le capital restant dû en cas de décès d'un assuré. Souvent, nos clients viennent au départ sur la partie tarif, ils veulent faire des économies. On leur fait faire des économies, il n'y a pas de doute. Mais, vous pouvez nous rappeler combien? Oui. En 2022, on a un chiffre important pour nous sur les crédits immobiliers. On a fait faire en moyenne 17 000 € d'économies, alors sur la durée du prêt, pour les clients qui sont venus souscrire un contrat d'assurance chez nous. C'est une belle économie, 17 000 €. Les temps sont durs aujourd'hui. Donc, on veille, donc, malgré ces économies, on veille quand même vraiment à donner un bon niveau de couverture. Ils viennent pour faire des économies, mais on leur rappelle la nécessité quand même d'être couverts vraiment à 100%, par exemple. Ça passe par l'explication de texte de ce qu'est la prévoyance. Tout à fait. Morgane Chavagnier, vous, comment vous abordez cette question du relèvement du taux de couverture des Français? Alors, nous, comme je le disais, on travaille beaucoup la prévoyance du travailleur non salarié, mais moi, à titre personnel, et c'est un sujet sur lequel on travaille aussi, je suis convaincue qu'il y a un vrai développement à faire au niveau de la prévoyance individuelle, et notamment face au risque de dépendance. Aujourd'hui, un Français sur 2 se dit préoccupé de sa propre dépendance, et un Français sur 10 est assuré face à ce risque. Vous voyez le potentiel de marché qui s'offre à nous, assureurs. C'est une bonne nouvelle, mais à la fois, c'est aussi un vrai risque de société dans lequel on doit s'impliquer et qu'on doit couvrir. Et puis, il faudra leur expliquer que le 5e risque de la sécurité sociale ne les couvre que très partiellement. Tout à fait. La 5e branche a été créée en 2021 et ne finance absolument pas la totalité du risque. Là-dessus, on a, d'ici 2030, parce que le temps court et les chiffres sont têtus, d'ici 2030, on aura 23% de la population française qui aura plus de 65 ans. Et parmi ces gens-là, 3 millions de personnes âgées en situation de dépendance. Donc, tout le monde couvre assez naturellement son véhicule, son domicile, mais pas sa propre personne et pas son bien vieillir. C'est quand même presque aberrant quand on le dit comme ça. Alors pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de très anxiogène, assez mal appréhendé. Finalement, c'est un risque qui devient concret uniquement chez des jeunes, ou souvent chez des jeunes seniors qui commencent à s'occuper de leurs propres parents dépendants et qui du coup s'interrogent sur leur couverture à ce moment-là. Et en réalité, c'est souvent trop tard parce qu'ils sont un peu trop âgés et que du coup, les produits sont trop chers. Donc comment on fait pour relever la couverture des Français ? Eh bien, on rajeunit la souscription. Et on travaille à la pédagogie et à la dédiabolisation de ce risque pour rajeunir la souscription, ce qui est absolument fondamental. Et en parallèle, je pense qu'en tant qu'assureur, on a aussi un rôle de se positionner moins en tant que payeur et plus en tant que professionnel du risque, comme un acteur plus complet, en enrichissant les produits de prévoyance d'un écosystème de services. Parce que la question de la prévoyance, elle est pas que financière, elle est aussi organisationnelle, etc. Et ce sont des choses qui s'anticipent. On va finir par offrir des garanties obsèques, des garanties dépendance aux nouveau-nés. Mais c'est une excellente idée. Bruno Roger, comment on parle de dépendance, comment on sensibilise de prévoyance, je suis désolée. Parce que de dépendance... aux footballeurs, est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Alors, les footballeurs, en tout cas en France... Ils sont tous déjà couverts, hein. Oui, on considère à hauteur de 90% les footballeurs français couverts en France. Il y a un point d'interrogation, plutôt une zone grise sur les étrangers. Et on a quand même à hauteur un peu plus de 35% de footballeurs étrangers en France. Donc là, on a moins de certitudes et plus d'interrogations. Nous, en fait, le vrai défi et le vrai challenge, c'est de faire prendre conscience aux entourages et aux footballeurs la nécessité de la prévoyance, mais qu'ils se l'approprient. Et ça,
parce qu'on s'aperçoit en fait que la prévoyance, c'est pas quelque chose qui est... oui, certes, ils sont certes couverts, mais le comment et le pourquoi n'est encore pas totalement bien appréhendé. Donc, on parle de pédagogie, on parle d'explication. Pédagogie, ça commence peut-être par les plus jeunes. On parlait des jeunes Français qui s'exportent très très bien. Et je pense que nous, en tout cas, un des gros travaux qu'on va mener avec le concours de MetLife, c'est de faire un très gros travail d'explication auprès de ces jeunes pour que, je dirais, tout au long de leur cursus et de leur parcours et de leur carrière, qui est somme toute relativement courte, ils comprennent les enjeux de cette nécessité recommandable, dirons-nous. Et chez Floa, comment vous imaginez pouvoir relever le taux de couverture des Français? Alors moi, je suis assez d'accord sur le côté appropriation. On parle de pédagogie, mais de plus en plus, les jeunes et les moins jeunes, ils veulent prendre le pouvoir sur leur vie, sur leur destin, sur leur crédit, sur leur paiement, sur leur prévoyance. Et donc, c'est un gros boulot qui est de simplifier. Nous, notre slogan, c'est simplifier le paiement pour faciliter la vie ou simplifier la banque pour faciliter la vie. Et ça repose beaucoup sur la tech. Aujourd'hui, en ce moment-là, on a 500 000 clients qui utilisent notre app toutes les semaines. Bon, c'est de la pédagogie, mais soft. Il faut qu'ils puissent trouver, on n'a pas forcément envie de trouver une garantie obsèque maintenant, mais peut-être demain, peut-être dans la salle d'attente. Et c'est de rendre nos offres les plus disponibles possibles au moment où ils le voudront pour qu'elles soient le plus fluides et donc pédagogique, mais le plus fluide possible. Donc, l'appropriation par le téléphone. Aujourd'hui, le smartphone, on verra le casque demain, mais aujourd'hui, c'est le smartphone. Et le smartphone, ça donne le moyen au consommateur de s'approprier sa vie. Et je pense qu'il y a un gros espoir là-dessus. C'est que, voilà, donnons-lui les moyens de consommer, si je peux me permettre, de consommer de la prévoyance le plus simplement du monde. Et puis de la placer dans leur univers mental, dans leur champ mental. Et vous, chez United Credit, comment? Je rejoins pas mal de ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un élément aussi chez United sur lequel on veut travailler, en ce sens, c'est de travailler sur le produit et les couvertures de ce produit. Je pense que c'est primordial aussi de redonner aux utilisateurs une confiance sur les produits qu'ils ont et qui viendront les épauler en cas de coup dur. Et donc, par exemple, je fais le reflet avec notre activité de crédit. En tant qu'acteur de cette industrie, on a fait des choix très forts sur le crédit au début. Par exemple, de ne pas proposer de crédit renouvelable, qui manque pour nous un peu de transparence et qui peut induire des situations de surendettement. Et sur l'assurance, je pense qu'on a aussi cette responsabilité de travailler sur ces éléments de couverture pour redonner la confiance et créer une dynamique de long terme. Il y aura forcément des ajustements de modèles économiques, mais on est convaincu qu'ils seront largement compensés par des meilleurs taux de souscription, par moins de résiliation et une meilleure satisfaction client, parce qu'en fait, ce sont des produits qui seront là en cas de coup dur. Et donc, on va vouloir travailler, nous, sur la data, la technologie avec MetLife pour faire évoluer ces produits, les rendre plus adaptés pour qu'ils soient mieux couvrants en fonction des besoins de chacun. Alors, quand on parle du potentiel du marché de la prévoyance, on peut difficilement faire l'économie du contexte macroéconomique actuel, entre les tensions sur le pouvoir d'achat et la remontée des taux d'intérêt. Est-ce que ce contexte vous semble propice au développement de la prévoyance? C'est encore sur vous que ça tombe, Christophe Gouaché. Oui. Mais notre slogan, c'est redonner du pouvoir d'achat aux Français, donc ça tombe bien. Et c'est vrai que l'assurance emprunteur, en plus avec la loi Lemoine en 2022 qui permet maintenant aux emprunteurs qui ont un crédit immobilier de changer d'assurance à tout moment, on sollicite les consommateurs pour comparer les contrats d'assurance emprunteur et vérifier s'ils peuvent faire des économies. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des belles économies à faire, 17 000 euros par emprunt, c'est des belles économies. Donc voilà, il y a des choses à faire en matière d'économie, tout en restant bien couvert et tout en justement profitant peut-être de cette occasion pour revoir ces niveaux de garantie. Alors, on reste quand même dans un contexte un peu incertain, fait d'incertitude. Est-ce que c'est favorable ou défavorable à la vente de la prévoyance, Marc Lanvin, pardon. Oui, moi je suis un éternel optimiste, donc je vois toujours des opportunités. Et surtout, c'est aussi fort de l'expérience. Quand on a tous été confinés,
on ne savait pas trop quoi faire professionnellement vis-à-vis de nos clients et on a décidé de tout arrêter pour les laisser tranquilles, les clients, pendant la crise du Covid. Et puis, timidement, on a commencé à les ressolliciter et on s'est dit, on ne va pas taper directement dans notre core business, on va tester sur la prévoyance. Et en fait, à notre grande surprise, hein, ils étaient hyper contents. Ils étaient hyper contents. Ils avaient d'ailleurs plus de temps que jamais. Et puis, la période était incertaine. Et vous l'abordiez sous l'angle plutôt incapacité, assurance de prêt, invalidité? Alors, c'était plutôt... Non, c'était pas obsèque pour le coup, c'était plutôt incapacité split, mais on s'est vite rendu compte que ça prenait bien, qu'ils étaient contents de parler à quelqu'un déjà, et ça marchait bien. Et donc, ces périodes d'incertitude, et l'incertitude qu'ont les Français, les Européens sur leur pouvoir d'achat, malheureusement, j'aurais tendance à dire, c'est pas une mauvaise période pour leur parler de prévoyance. Bien sûr, il y a le sujet du pouvoir d'achat, mais heureusement, on est certains autour de cette table à s'évertuer à ce que le pouvoir d'achat, à rendre du pouvoir d'achat aux Français. Donc, ce qu'on leur rend en pouvoir d'achat en leur donnant, par exemple, du cashback, peut leur permettre de se couvrir davantage. Alors pour vous, Morgane Chavagnier, ça reste quand même une contrainte importante, la question du pouvoir d'achat. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il y a une tension sur le reste à vivre, qu'il y a une problématique de pouvoir d'achat. Nous, on constate un phénomène nouveau et un phénomène inquiétant, qui sont des phénomènes de désassurance, notamment en santé. Des seniors qui décident de radier leur contrat à santé pour ne souscrire à aucune garantie et finalement s'auto-assurer, ce qui est... très dangereux, notamment en cas de problèmes de santé graves. Donc attention, il y a quand même un problème de pouvoir d'achat qu'on ne peut pas nier. Les produits de prévoyance, contrairement à de l'épargne, sont des produits à fond perdu. C'est beaucoup plus difficile de vendre un produit à fond perdu quand chaque euro compte à la fin du mois. Malheureusement, je pense que c'est mathématique. A contrario, je dirais qu'on ne perçoit jamais mieux l'utilité de parapluie que quand il pleut. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut essayer d'enrichir le dialogue sur ces problématiques. Mais là, encore une fois, il faut essayer de faire des choses raisonnables, de proposer des produits avec un effort financier acceptable. Et donc, j'en reviens à mon propos précédent, qui est que pour justement travailler intelligemment la tarification, il faut travailler l'âge de souscription. Et il faut le rajeunir pour mieux mutualiser le risque. Donc pour vraiment, je pense, développer ce marché dans le contexte qui est le nôtre, les assureurs ne pourront pas s'épargner de ce travail d'évangélisation qui leur est dévolu. On a parlé de pédagogie, mais c'est vraiment ça. Et en fait, tous les faisceaux vont dans ce sens-là. Alors la pluie dont parlait Morgane Chavagnier, vous commencez à la voir avec une montée des défauts, des incidents de paiement. Exactement. Le contexte, indéniablement, pèse sur les ménages et forcément, ça va ralentir à court terme, je pense, le développement de produits de prévoyance. En revanche, ce contexte peut être aussi une opportunité à deux sens. Un, ça va tester effectivement le parapluie. Et je pense que c'est bien de voir si nos produits aident bien nos emprunteurs en période de crise. Et deuxièmement, ça va aussi nous apporter beaucoup d'apprentissage pour les faire évoluer, pour que tous ces produits puissent subvenir aux besoins dans des périodes avec plus d'aléas. Et donc, oui, ça va peser à court terme. En revanche, je pense que ce contexte est un énorme catalyseur pour développer à long terme des produits plus adaptés de prévoyance. Alors Bruno Roger, je ne sais pas trop où vous mettre dans cette question de pouvoir d'achat avec des footballeurs professionnels. Moi non plus, il y a quelque chose d'un peu indécent. Mais vous allez quand même me répondre. Je vais essayer d'y répondre. Bon, effectivement, les footballeurs sont, d'une façon générale, alors évidemment, il y a différentes catégories de footballeurs avec différents types de revenus, mais ils n'ont pas les mêmes soucis qu'une large partie de la population. Ce serait mentir de dire l'inverse. Ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas des problématiques qui leur sont propres. Nous, on s'intéresse au sujet de
de la dépression, les problèmes d'ordre mentaux, de burn-out, qui sont de plus en plus grandissants dans tous les sports et qui traversent la société d'une manière générale. Donc ça, ils sont, je dirais, quelque part logés à la même enseigne. Et tout particulièrement les sportifs qui sont effectivement soumis à des pressions importantes. Tout à fait. Donc voilà. Nous, après, notre défi, c'est d'avoir une démarche éthique, d'être transparent. Et je pense que si la prévoyance gagne quelques lettres de noblesse dans notre activité, ce sera justement en respectant ces mots d'éthique, transparence, qui sont quelquefois peut-être un peu oubliés dans l'univers du football. Eh bien, nous arrivons au terme de cette table ronde. Alors, on m'a dit qu'on avait un public très participatif, qui avait plein de questions à poser. Bonjour, Fabrice Gilles, donc moi je suis CGP. Donc je fais de la prévoyance pour mes TNS, effectivement. Alors, CGP, Conseil en gestion de patrimoine, TNS, travailleurs non salariés. Je fais les sous-titres. Merci beaucoup. En fait, j'avais une question concernant la partie, vous parliez notamment des TNS. Est-ce que vous englobiez dedans les micro-entrepreneurs qui notamment en France, ont explosé et donc faussent complètement les statistiques parce que effectivement, moi, mes TNS à moi, c'est des chirurgiens. Donc, c'est pas tout à fait la même catégorie. Et eux, ils sont très... Voilà. C'est pour ça que je voulais savoir si vous faisiez ce distinguo ou pas. Alors nous, chez Mutuelle du Soleil, on continue de faire le distinguo entre les auto-entrepreneurs et les travailleurs non salariés qui n'ont pas du tout les mêmes comportements de consommation. Je vous rejoins. Et est-ce qu'ils commencent à se couvrir un petit peu, les micro-entrepreneurs ? Ils se couvrent aussi, mais n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas la même vision du risque. Non, mais je parlais là, ne serait-ce que de franchir le pas. Ça commence. Ça commence. Là, ma seconde question, c'était... plutôt sur la partie immobilière, parce que c'est ce que nous, on voit. Vous parliez de Lemoine, qui est un relais de croissance, mais la production brute, aujourd'hui, elle a quand même le vent dans le nez. Oui, je vous confirme que sur la partie crédit immobilier, il y a un peu moins de transactions. Donc c'est vrai qu'il y a moins d'assurance emprunteur aujourd'hui souscrit dans le cadre des nouveaux prêts, mais bon, c'est aussi compensé par le changement d'assurance des contrats existants. Merci. Ah, une autre question, monsieur en bleu. Je peux vous demander de vous présenter également ? Je vous en prie. Bruno Rouleau, AFR Financement, conseiller, courtier en crédit et en assurance. Vous évoquiez les uns les autres le sujet de la prévoyance, et je rebondissais sur l'idée très bonne de pouvoir souscrire le plus tôt possible. On a des pays en Europe qui ont pris des dispositions de cet ordre. Je pense à la Suisse avec le pilier, je pense à l'Angleterre ou à des pays anglo-saxons qui n'hésitent pas à faire des contrats prévoyance souscrits et éventuellement même abondés par leur entreprise. En France, c'est très bizarre, on est hyper loin de ça. Et en plus, je ne l'ai jamais entendu dans des leitmotivs du monde de l'assurance vis-à-vis des pouvoirs publics ou vis-à-vis de quelque chose. Christophe, je repense à ça, j'ai toujours pensé, on a déjà eu cette discussion, en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un contrat prévoyance préalable qui serait calé et qui pourrait être partiellement délégué par une délégation de créance ou quoi que ce soit à une banque au moment d'un crédit, ce qui réglerait le problème de tous les débats avec les banques dans tous les cas. Alors, Bruno, pour te répondre, je suis d'accord avec toi. Pourquoi aujourd'hui, le marché est détenu à 88%, je crois, par les banques, le marché de l'assurance emprunteur. Donc, il faudrait changer le mode de fonctionnement de ce marché. Et peut-être... Oui, mais il y a une démarche à avoir, à mon avis, de la part du monde de l'assurance en général. Donc, et là, qui peut porter des sujets bien au-delà du seul sujet de l'assurance de crédit. Est-ce que la loi Lemoine a un peu accéléré les choses ? Un petit peu. Il y a eu un effet promulgation de la loi, mais ça se tasse un peu. Hein. Les consommateurs ne sont pas, je pense, suffisamment informés sur cette possibilité de changer d'assurance. Les premiers, ceux qui sont très, très informés, ont fait le nécessaire assez rapidement, mais là, je crois que ça se tasse un petit peu. Une dernière question ? Non, écoutez, on est juste dans le timing. On a fait un très beau tour d'horizon de ces 1001 facettes de la prévoyance. Je pense que c'est porteur d'espoir sur à la fois la capacité des Français à mieux se protéger, parce que je pense que c'est important, et puis ma foi, à vous, votre capacité à faire un peu plus de business, parce que c'est pas mal non plus. Il me reste à vous remercier de votre présence et de votre attention.
Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci.